L'affaire Delphine Jubillard, une histoire qui vous surprendra. Avant de plonger dans cette enquête glaçante qui a secoué la France entière, prenez une seconde pour soutenir notre travail, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune révélation à venir, laissez un commentaire pour partager vos impressions, questions ou doutes sur cette affaire hors du commun. Votre opinion nous tient vraiment à cœur, gardons tous vivante la mémoire de Delphine et exigeons que la vérité soit révélée. Restez à l'écoute avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous lirez sera au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Explosion. Une disparition qui glace le sang, Cagnac-les-Mines, petit village du Tarn au passé minier, s'est brutalement retrouvée sous les projecteurs médiatiques du pays en décembre 2020. Une affaire aussi déroutante que glaçante venait d'y éclater, secouant les consciences et réveillant les peurs les plus profondes. Delphine Jubillard, infirmière de 33 ans et mère de 2 jeunes enfants, disparaissait mystérieusement dans la nuit du 15 au 16 décembre. Un événement en apparence banal dans le calme hivernal, mais qui allait en quelques heures devenir le cœur d'un drame national. C'est son mari, Cédric Jubillard, qui compose le numéro d'urgence au petit matin aux alentours de 4 heures. Il déclare d'un ton neutre que son épouse a quitté la maison pour promener les chiens et qu'elle n'est pas rentrée. Cette version des faits soulève d'emblée des interrogations. Promener les chiens en pleine nuit, par un froid glacial, dans un quartier résidentiel, Delphine n'est pas connue pour être imprudente, encore moins insouciante. Rapidement, les gendarmes se rendent sur place et déclenchent le protocole de disparition inquiétante. Delphine ne laisse aucune trace derrière elle. Son sac à main est toujours dans la maison, son téléphone est éteint, ses vêtements de nuit sont absents et aucune caméra de surveillance ne semble avoir capté ses mouvements. Tout semble figé, comme si elle s'était littéralement évaporée. L'angoisse gagne les proches, ses parents, ses collègues de l'hôpital d'Albi, ses amis intimes. Tous s'accordent sur un point. Jamais Delphine ne serait partie volontairement en abandonnant ses enfants, âgés de 6 et 2 ans. Ce simple détail bouleverse la donne. L'enquête commence à révéler rapidement des tensions dans le couple Jubillard. Derrière la façade d'une famille ordinaire se cache en réalité une situation conjugale en pleine décomposition. Les disputes sont fréquentes, souvent violentes verbalement. Les voisins témoignent avoir entendu plusieurs fois des cris, des échanges houleux à toute heure du jour et de la nuit. Une séparation était en cours et Delphine avait entamé une nouvelle relation amoureuse avec un autre homme rencontré en ligne. Elle préparait un nouveau départ, loin du climat oppressant qu'elle disait subir à la maison. Ce contexte devient un élément central de l'enquête. Le profil de Cédric intrigue. Peintre plaquiste de profession, l'homme apparaît comme un personnage instable. Les enquêteurs le décrivent comme nerveux, colérique, volontiers provocateur. Dès les premiers interrogatoires, il se montre tour à tour arrogant, ironique ou indifférent. À aucun moment, il ne semble accablé par l'inquiétude ou la tristesse. Il ne participe que très peu aux recherches, refuse certaines aides extérieures et minimise l'importance de la disparition. Une attitude qui choque même les amis du couple. Pendant ce temps, les recherches s'intensifient. Des battues sont organisées dans les bois alentours, des bénévoles, parfois venus de départements voisins, se joignent aux forces de l'ordre. Des drones sont déployés, les rivières sondées, les puits explorés. Rien, pas un indice, pas une trace. Le téléphone de Delphine n'émet plus depuis quelques heures après sa disparition. Son amant, entendu comme témoin, confirme qu'il devait la rejoindre quelques semaines plus tard. Rien ne laissait présager un départ précipité. Delphine semblait déterminée à commencer une nouvelle vie, mais sûrement pas sans prévenir, et encore moins sans ses enfants. Les enquêteurs commencent à recouper les éléments. Les messages échangés entre Delphine et son amant, les tensions au sein du foyer, les témoignages de ses collègues, tout converge vers une rupture imminente avec Cédric. Ce dernier, selon certains proches, supportait mal l'idée de perdre le contrôle. Il aurait surveillé sa femme, fouillé son téléphone, cherché à découvrir l'identité de son nouveau compagnon. Certains parlent même d'une obsession, d'une jalousie extrême. Et puis, il y a cette fameuse nuit, ce trou noir dans la chronologie. Selon Cédric, Delphine se serait levée vers 23 heures pour faire sortir les chiens. Il se serait ensuite rendormi sans s'inquiéter. Mais les horaires ne correspondent pas avec ceux enregistrés sur le téléphone, ni avec les bruits rapportés par les voisins. L'un d'eux dit avoir entendu une porte claquer violemment vers minuit. Un autre affirme avoir entendu des pleurs d'enfants. Mais sans preuve matérielle, tout cela reste au stade de l'hypothèse. L'affaire, désormais, dépasse le simple cadre local. Les médias nationaux s'en emparent, les plateaux télé s'animent, les débats s'enflamment. On compare l'affaire Jubillard à d'autres disparitions célèbres non résolues. Très vite, l'affaire devient un révélateur des violences conjugales invisibles, un symbole de ces femmes qui disparaissent dans le silence, souvent aux mains de ceux qui partageaient leur quotidien. Pendant ce temps, les jours passent et l'espoir s'amenuise. L'absence de Delphine devient un vide insupportable pour ses proches. Sa mère, particulièrement active dans les médias, multiplie les appels à témoins. Mais personne ne semble avoir vu ou entendu quoi que ce soit de décisif.
le mystère reste entier. C'est dans ce climat pesant que la justice décide, en juin 2021, de franchir un cap. Cédric Jubillard est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et placé en détention provisoire. Un coup de tonnerre. Cette décision, fondée sur un faisceau d'indices, marque un tournant. La pression monte, les interrogatoires se succèdent. Les experts psychiatres entrent en jeu. Les gendarmes tentent d'établir le profil psychologique d'un homme que certains décrivent comme manipulateur et égocentrique. Mais le plus dérangeant reste à venir, le contenu de certains témoignages et déclarations de Cédric lui-même que la police finit par consigner noir sur blanc. Ces paroles, longtemps tenues confidentielles, contiennent des fragments de vérité terrifiantes. Des mots froids, des formules ambiguës, presque insidieuses, loin d'un aveu formel mais tout aussi glaçant. Les paroles qui accusent, le témoignage glaçant de Cédric. Alors que Cédric Jubillard est désormais au centre des soupçons, les enquêteurs décident de resserrer l'étau. Interpellé à son domicile au petit matin le 18 juin 2021, il est placé en garde à vue avant d'être mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. L'arrestation est justifiée par un ensemble d'indices, jugés graves et concordants, des incohérences dans ses déclarations, un mobile plausible, des comportements déroutants et surtout des phrases troubles, parfois prononcées à demi-mot, qui, une fois mises bout à bout, dessinent un tableau glaçant. Durant ses premières auditions, Cédric adopte une attitude désinvolte. Il se montre ironique, parfois moqueur. Il évite les questions les plus dérangeantes, détourne les regards, tente même de manipuler les enquêteurs en leur proposant des scénarios absurdes. Pourtant, entre deux silences et quelques provocations, certaines phrases interpellent. L'une d'elles, consignée dans un procès-verbal, provoque un froid au sein de l'équipe. Elle me prenait pour un con, elle voulait me quitter, elle voulait tout me prendre. Une phrase prononcée sur un ton dur, presque haineux, comme un écho amer d'une relation devenue toxique. Mais ce n'est pas tout. Lors d'un autre interrogatoire, Cédric aurait déclaré « De toute façon, elle est partie, elle ne reviendra pas ». Une phrase sibylline, presque anodine en apparence, mais qui, dans le contexte d'une disparition, prend une toute autre dimension. Pour les enquêteurs, il ne s'agit pas d'une simple observation. C'est un lapsus, une faille. Une vérité peut-être trop difficile à dissimuler complètement. Ils y voient un aveu à peine masqué, un signe de contrôle total sur une situation qu'ils refusent de reconnaître. Dès lors, la stratégie des forces de l'ordre change, ils cherchent des témoignages indirects. Et c'est en prison que survient un nouveau rebondissement. Des codétenus de Cédric placés en cellules voisines ou dans des unités de promenade communes rapportent des confidences troublantes. L'un d'eux va même jusqu'à accepter de collaborer avec les enquêteurs. Il affirme que Cédric lui aurait avoué avoir tué Delphine lors d'une dispute après avoir découvert un message qu'elle aurait envoyé à son amant. Selon ce témoignage, la scène aurait dégénéré dans la chambre parentale. Dans un accès de rage incontrôlable, il l'aurait étranglé, puis aurait dissimulé le corps dans un endroit qu'il connaissait bien et que personne ne penserait à fouiller. Face à ces éléments, la police décide de tendre un piège. Elle équipe un codétenu d'un micro et laisse les deux hommes seuls dans une cellule. Durant cette conversation enregistrée, Cédric ne passe pas aux aveux directs, mais ses propos sont lourds de sous-entendus. Il évoque le fait que les enquêteurs ne retrouveront jamais rien, que tout a été bien fait, qu'il n'est pas débile et qu'il a pensé à tout. Il ajoute même, dans un éclat de rire glacial, « Si je l'avais tué, vous croyez que vous l'auriez retrouvé ?» Un jeu d'ombres et de provocation, mais aussi une forme de jubilation malsaine. Pour les enquêteurs, il ne fait plus de doute, cet homme joue avec la justice. Le comportement de Cédric après la disparition de sa femme devient alors un élément central de l'enquête. Dès les premiers jours, il adopte une posture dérangeante. Alors que les proches de Delphine organisent des recherches, affichent sa photo dans toute la région, contactent les médias, lui se montre indifférent, presque méprisant. Il refuse de se joindre aux battus, critique ouvertement les initiatives de la famille de sa femme et ironise même sur sa prétendue fuite. Elle est sûrement partie avec son mec à la mer. Ce détachement, cette froideur, est difficilement compréhensible pour qui n'a rien à cacher. Plusieurs semaines après les faits, les gendarmes analysent les téléphones, les ordinateurs, les communications numériques. Là encore, des éléments troublants émergent. Des recherches sur des techniques de dissimulation de corps, sur des produits de nettoyage, des interrogations sur des forums spécialisés. Rien de suffisamment solide pour une preuve formelle, mais l'accumulation devient pesante. L'image que renvoie Cédric est celle d'un homme intelligent, rusé, capable de cacher ses émotions et de manipuler la perception de ceux qui l'entourent. Dans l'intimité de leur maison, le couple avait depuis longtemps sombré dans un climat de tension permanente. Delphine tenait un journal, des notes éparses, des messages à des amis. Elle y décrivait un quotidien étouffant, la peur que Cédric découvre sa liaison, la sensation d'être épié, surveillé. Plusieurs de ses proches affirment qu'elle craignait une réaction violente s'il venait à découvrir la vérité.
L'un d'eux se souvient même d'une phrase qu'elle aurait dite quelques semaines avant sa disparition: « S'il apprend pour lui, je suis morte ». Pour les enquêteurs, cette peur exprimée, conjuguée aux propos ambigus de Cédric, constitue une alerte grave. Ils comprennent que la relation entre les deux époux n'était pas seulement conflictuelle, elle reposait sur une forme d'emprise psychologique. Et cette emprise, ils pensent qu'elle aurait pu se transformer en passage à l'acte. D'autant plus que les enfants du couple, entendus dans un cadre protégé, ont eux aussi rapporté des faits troublants. Leur fils, notamment, aurait évoqué une dispute très violente dans la nuit du 15 au 16 décembre. Il aurait entendu « maman crier », puis « plus rien ». Ces paroles, dites par un enfant de 6 ans, laissent un goût amer. Mais malgré tout cela, il manque encore une pièce maîtresse au puzzle, le corps de Delphine. Sans ce corps, il n'y a pas de scène de crime. Pas de preuves scientifiques, pas de cause de décès certaine. Et tant que ce vide demeure, la justice doit avancer avec prudence. Car en l'état, la culpabilité de Cédric Jubillard reste une hypothèse, certes étayée, mais juridiquement fragile. Les mois passent, et l'espoir de retrouver Delphine s'amenuise. La douleur, elle, reste entière. Pour sa famille, pour ses enfants et pour ses amis, l'absence est insoutenable. Et pendant ce temps, dans les couloirs froids du centre pénitentiaire de Cesse, Cédric Jubillard attend. Il prépare sa défense, nie toujours les faits, joue sur l'absence de preuves et le flou des témoignages, mais derrière son mutisme, la justice cherche encore à comprendre. A-t-il parlé par orgueil, par erreur, ou a-t-il tout simplement dit la vérité dans le mensonge? L'attente d'un procès décisif et le cri silencieux de la vérité. Alors que l'enquête judiciaire progresse lentement mais inexorablement, la pression médiatique, elle, ne faiblit pas. L'affaire Delphine Jubillard, par son intensité émotionnelle, par la complexité de ses éléments et par l'absence de corps, cristallise toutes les tensions. Les mois passent, mais l'intérêt ne faiblit pas. Chaque apparition publique des proches de Delphine, chaque déclaration des avocats, chaque hypothèse relayée dans la presse relance le débat. Et dans l'ombre, un procès se prépare, long, incertain et déjà historique. Cédric Jubillard reste en détention provisoire depuis juin 2021. Ses nombreuses demandes de remise en liberté sont systématiquement rejetées. Pour la justice, les indices sont trop lourds, le risque de pression sur les témoins trop élevé et la possibilité de fuite bien réelle. Mais ces avocats dénoncent une instruction à charge construite sur des présomptions, des interprétations et un biais médiatique qui aurait condamné leurs clients bien avant l'heure. Selon eux, la procédure est profondément déséquilibrée. Pas de scène de crime, pas de corps, pas de témoins oculaires, pas de preuves directes. Et c'est là toute la complexité de ce dossier. Il repose presque entièrement sur des éléments indirects, des témoignages rapportés, des comportements jugés suspects. C'est un dossier où le non-dit pèse aussi lourd que les faits, où les silences sont aussi révélateurs que les paroles. La justice pourtant avance avec prudence. Des expertises psychiatriques s'y sont ordonnées. Des analyses comportementales approfondies sont menées, des fouilles sont relancées à intervalles réguliers. L'espoir, pour les proches de Delphine, demeure centré sur une seule chose: retrouver son corps. Ce serait la clé, l'élément libérateur, celui qui mettrait fin à l'ambiguïté. Ce corps, c'est la preuve ultime, celle qui permettrait d'identifier les causes de la mort, de confirmer ou d'infirmer les aveux supposés, de donner enfin à la famille la possibilité de faire son deuil. Mais jusqu'à aujourd'hui, malgré l'engagement sans relâche des forces de l'ordre, il reste introuvable. Une absence qui devient presque un personnage à part entière dans cette tragédie. Dans cette attente insoutenable, les enfants du couple grandissent loin de leur père. Le fils aîné, devenu malgré lui un témoin clé, est aujourd'hui placé avec sa sœur chez des membres de la famille maternelle. Ils vivent sous protection, à l'écart du tumulte, dans un silence que l'on imagine chargé de chagrin et d'incompréhension. Quelle mémoire garderont-ils de cette nuit du 15 au 16 décembre 2020 ? Quels souvenirs ressurgiront lorsqu'ils seront en âge de comprendre pleinement ce qui s'est passé? Ce sont des questions que personne, pas même la justice, ne peut prédire. Le procès de Cédric Jubillard, dont la date reste encore à confirmer au moment de la rédaction, sera un moment d'une intensité rare. Tout y sera scruté. Ses attitudes, ses réponses, ses silences. Il sera confronté à des experts, à des témoins, mais surtout à l'absence. Car c'est bien cette absence, celle du corps de Delphine, celle d'une vérité reconnue, qui fera de ce procès un événement hors norme. La défense jouera sur le doute, l'accusation s'appuiera sur le faisceau d'indices construit au fil de 3 années d'enquête méticuleuse. Et entre les deux, il y aura les jurés, ces citoyens anonymes à qui reviendra la tâche la plus lourde, dire le droit là où la certitude absolue manque. Mais au-delà du tribunal, c'est la société entière qui a été questionnée. Car l'affaire Jubillard n'est pas qu'un fait divers. Elle met en lumière un mal profond, celui des violences invisibles dans le couple, des dominations psychologiques qui ne laissent pas de traces physiques, des femmes qui vivent dans la peur mais qui n'en parlent que trop tard.
Elle révèle aussi la limite de notre système judiciaire face à l'absence de preuves matérielles. Peut-on condamner un homme sans corps, sans aveu formel, sur la base de comportements, de phrases ambiguës, de ressentis? C'est une question vertigineuse, à la frontière du droit et de la morale. Les proches de Delphine, eux, ne baissent pas les bras. Sa mère, ses amis, ses collègues poursuivent le combat pour la mémoire de cette femme que tous décrivent comme rayonnante, généreuse, passionnée par son métier. Pour eux, Delphine n'est pas juste un nom de plus dans une liste de disparus. C'est une voix qu'il faut faire entendre, une lumière qu'il faut raviver. Ils organisent régulièrement des marches blanches, des tribunes, des veillées. Non pour accuser, mais pour ne pas oublier. Car l'oubli serait la seconde mort de Delphine. Aujourd'hui encore, la maison familiale de Cagnac-les-Mines est vide. Les volets sont clos, le jardin envahi par les herbes, un silence pesant plane sur le quartier. Il est à l'image de cette affaire plein de non-dits, de douleurs étouffées, de questions sans réponse. Et pourtant, dans ce silence, un espoir subsiste, celui qu'un jour, peut-être, la vérité éclatera, que le corps de Delphine sera retrouvé, que justice sera rendue, pleinement, sans équivoque. En attendant ce jour, une certitude demeure. La disparition de Delphine Jubillard aura marqué la France entière, bouleversé des milliers de familles, éveillé les consciences. Elle aura rappelé que derrière les murs de nos maisons peuvent se jouer les plus grands drames, et que parfois, le plus difficile n'est pas de prouver la culpabilité, mais de faire parler ceux qui savent et se taisent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre attention, votre engagement et vos commentaires sont essentiels pour faire vivre cette enquête et soutenir notre travail journalistique indépendant. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et révélations sur cette affaire bouleversante et bien d'autres. Activez la cloche pour être averti en temps réel. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous de cette affaire? Cédric Jubillard dit-il toute la vérité? Le doute est-il encore permis? À très vite pour une nouvelle enquête exclusive.